Le cloud et les MLOps, c'est parmi les compétences les plus demandées sur le marché de data IA. Si vous voulez apprendre comment déployer un modèle, comment votre modèle dépasse le notebook, dépasse les localhost, bah aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer des endpoints avec FastAPI, développer le front avec React, dockeriser le code avec Docker et ensuite déployer votre modèle, votre application sur AWS avec le service Appreneur. Voici l'overview de projet et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre un modèle qui est déjà entraîné, on va utiliser FastAPI et React pour le front-end, ensuite dockeriser les deux applications, ensuite les pusher ces images vers AWS UCR. On va voir, regarder en détail qu'est-ce que UCR et à la fin, on va pouvoir déployer notre application sur AWS. Le projet consiste à développer un système de maintenance prédictive, c'est-à-dire prédire les pannes des machines et donc planifier la maintenance à l'avance. C'est un projet que je développais l'année dernière. J'ai utilisé Flask et Streamlit et cette fois-ci, on va utiliser justement FastAPI et React. Donc, pour le code, j'en ai besoin qu'un seul code. Dans Artifact, ici, on va trouver le modèle Pickle et le scaler. Si le modèle entraîné est sauvegardé sous forme de pickle, et scaler, ce sont l'ensemble des transformations qu'on a appliquées sur les données d'entraînement. Donc, on a sauvegardé notre scaler, ces transformations sous forme de pickle, et on va les appliquer aussi sur les données lors de la prédiction, lors de l'inférence. Donc, de ce code-là, j'en ai besoin que de scaler et de modèle. Donc je veux partager avec vous le code bien sûr. On se retrouve sur VS Code et voilà la structure de notre projet. On a le dossier backend avec tout ce qui est FastAPI et on trouve dans ces dossiers artefacts avec le modèle en Pickle et les scalers en Pickle que je téléchargeais de mon GitHub. Et on a aussi un dossier front-end pour la partie front-end du coup avec React. La première étape de ces projets, c'est de développer les API, les endpoints avec FastAPI. Donc, on va commencer par préparer notre modèle. On va importer Pickle pour pouvoir justement loader les modèles et les scalers. On va importer Async.io, c'est pour le développement asynchrone. Ici, on vient de créer une classe Predictive Maintenance Model. Elle va avoir deux attributs, modèle et scaler. Ici, on va définir notre première fonction qui s'appelle load model. Qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode? C'est justement, elle va ouvrir le fichier scaler de dossier artefact et elle va loader en premier temps le scaler. On va l'assigner au deuxième attribut scaler et aussi on va loader notre modèle et on va l'attribuer au modèle. La deuxième fonction, c'est la fonction de prédiction. Elle va prendre comme paramètre le type de valeur, RPM, torque, toolware, air temperature, process temperature. Ce sont les paramètres qui ce sont les entrées de notre modèle pour pouvoir prédire le résultat. Machine failure ou bien non. Donc, on va faire un pre-processing de la type de valeur. De valeur va prendre trois valeurs, soit low, soit medium, soit high, et en fonction de la valeur, on va la transformer en un entier. C'est ce qu'on appelle l'encoding dans le machine learning, et on va la transformer ensuite en float. Donc, on a dit que les données d'entraînement ont passé par des transformations, par de scaling principalement, et donc on a besoin d'appliquer les mêmes transformations sur les données pour la prédiction. Ce qu'on va faire ici avec self.scaler.transform et on va mettre tous ces paramètres. Et voilà, donc on a nos entrées du modèle scalées comme les données d'entraînement. La deuxième étape, c'est la prédiction. On va utiliser la méthode predict sur le modèle et on va rentrer
les éléments scalés. Donc, pour la prédiction, pour le résultat, il y a 2 résultats, soit la valeur 0 qui est égale à no failure, on n'a pas de panne, soit la valeur 1 qui est égale à la machine failure et cette fonction, elle va nous retourner un résultat, soit machine failure, soit no failure. Donc on a préparé notre classe. L'étape prochaine, c'est justement le développement de notre endpoint. Donc on va la trouver ici, API. On commence déjà par instancier notre, classe de modèle et ici, on va, on va appeler le contexte libre asynchrone context manager et on va définir une, lifespan. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Donc, c'est justement une bonne manière de faire les choses. C'est un context manager en Fast API qui va se charger de cycle de vie de notre application et il existe 2 étapes de ces cycles de vie. C'est l'étape de démarrage, l'étape, de start-up, c'est-à-dire, avant que notre application soit capable de recevoir, des requêtes et répondre à ces requêtes, on a quelques étapes à exécuter et l'étape de shutdown, lorsque notre application, elle est shutdown, on a des étapes à faire comme la libération de quelques ressources. Donc pour l'étape de startup, dans cette étape de startup, on va charger notre modèle. On va charger notre modèle et notre scaler avec cette ligne de code de load model, model.loadModel. C'est, c'est avant le démarrage ou bien pendant le démarrage et après yield, c'est ce qu'on va exécuter après le shutdown de notre application. Alors dans cet exemple, on n'a pas des étapes à faire après le shutdown et pourquoi c'est une bonne manière de faire les choses? It's a good practice. Pourquoi? Parce que si on charge notre modèle ici, c'est-à-dire, en dehors de contexte libre, par exemple, si on va faire des tests et qu'on va appeler notre fonction, le code qui existe dans API, dans le fichier de test, le modèle va être chargé. Donc à chaque fois qu'on va appeler cette, application ailleurs, le modèle va être chargé et ce n'est pas optimal de point de vue des mémoires puisque le modèle va être chargé dans les mémoires. Donc, la bonne manière de le faire, c'est de le charger dans le context manager dans Lifespan. Donc, Lifespan, elle va prendre, une application de type FastAPI justement qu'on va la créer ici, app égale à FastAPI lifespan égale à lifespan. Ce code-là, on va revenir, sur ce code-là, mais on va concentrer justement sur, les endpoints et donc, le premier endpoint qu'on a, c'est, le predict. Il va avoir en entrée une requête et il va avoir ici une réponse de type prédiction response and prédiction requête. Donc vous demandez sur sur ce des classes. Ces des classes ne sont que des modèles qu'on a définis ici avec Python. En fait, dans FastAPI, pour développer un endpoint, on a besoin toujours de définir et de déclarer les entrées de notre endpoint en classe Pydantic et aussi la sortie. Cela nous permet une validation automatique par FastAPI, c'est-à-dire valider le type des entrées et aussi va nous permettre de retourner un résultat dans la format qu'on souhaite. Donc, prediction request, elle va avoir le type value de type str, rpm float, troc float, toolware float. Donc ici, on définit le type de nos valeurs et pour la prédiction response, elle va nous retourner une chaîne, un str. Donc c'est un point très important. Dans Pydantic, on a besoin de définir l'entrée et de définir, la sortie. Et ici, on va appeler donc la méthode predict, du modèle et on va donner, en fait les valeurs,
de la requête. Elle va se transformer en JSON automatiquement si la validation se passe, si l'utilisateur dans les valeurs, dans le format attendu, avec les types attendus, sa requête va être, en format JSON et donc on va pouvoir passer les valeurs de cette, request en de JSON à la fonction predict et là, on va retourner prediction response result égale à result. Donc pour le endpoint predict, on est bon. Il nous reste, un autre, endpoint, health. Donc c'est pour justement s'assurer que notre application, elle fonctionne bien, que notre serveur, répond. Donc elle va retourner justement un message, un statut healthy et un message backend service is running. Ça fait partie de bons pratiques, exactement. Si on revient sur le code de Corse, c'est pour des raisons de sécurité qu'on a ajouté, ces lignes de code. En fait, pas toute application a le droit d'appeler les API et parmi ces applications, le front-end, elle n'a pas nativement le droit d'appeler, le endpoint développé par FastAPI. Donc, pour la permettre, de faire ça, on va ajouter ces corses Allow Origins avec étoile. C'est pas la meilleure pratique l'étoile, mais normalement on doit ajouter l'adresse exacte de front-end. Pour pouvoir tester nos endpoints, notre API, on va aller vers le dossier backend, cd backend, et on va exécuter la commande evicorn app de point app de tirer reload. En fait, le premier app, c'est le nom du fichier. Le deuxième app, c'est notre objet FastAPI, notre application. Et on va exécuter. Donc, ça marche, ça marche. Application Startup Complete. En fait, c'est ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire on a bien chargé notre modèle dans la phase de startup. Et pour pouvoir interagir avec ces API et le tester, on a besoin d'aller sur Docs. Et pour pouvoir interagir avec l'API, avec les endpoints, on a besoin d'aller sur Docs. Doc, c'est une documentation qui est générée automatiquement par FastAPI qui va nous montrer comment on doit utiliser les endpoints. Donc c'est parti. Ici, on a 2 endpoints, on a le health et on a le predict. Si on clique sur le predict, donc il nous donne le request body, dans quel format c'est attendu et la réponse aussi dans quel format. Donc on va try it out, on va l'essayer et voilà, on va pouvoir copier des valeurs. Donc je vais copier des valeurs que j'ai préparées et execute. Voilà, donc on a le résultat machine failure. Il est temps de dockeriser notre application, notre backend. Donc à quoi ça sert Docker? Docker sert justement à résoudre les problèmes de machine, d'environnement. Le fameux ça marchait chez moi, ça marchait dans ma machine, il devrait marcher dans ta machine, alors que c'est pas toujours le cas. C'est pour résoudre les problèmes d'environnement. Moi, dans mon PC, j'ai installé des dépendances, des librairies, etc. Donc, si je veux reproduire le même code, le même application avec les mêmes variables de mon environnement, avec les mêmes dépendances, j'ai besoin d'utiliser Docker. Docker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un environnement isolé et il va mettre notre code avec toutes les dépendances qu'on a installées, avec toutes les librairies qu'on a installées. Ces containers, on va pouvoir le déplacer dans n'importe quelle autre machine et on est sûr que ça marche. Donc, il existe 3 étapes pour comprendre Docker. On commence
par le Dockerfile. Il existe 3 composants à comprendre pour, maîtriser Docker. Le premier composant, c'est Dockerfile. C'est ce qu'on va développer ici. Le Dockerfile, ce sont les ensembles des instructions qu'on a besoin de déclarer pour construire notre image Docker. Docker image, c'est un snapshot de notre container. En fait, c'est la version non vivante de notre container et elle se base sur des couches des images. On a la première couche que peut être une couche des béton et avec les instructions qu'on vient de déclarer dans Dockerfile, on va ajouter d'autres couches. Donc on a un snapshot non vivant de notre container. Et vice-versa, le container, c'est la version vivante de notre Docker image, et c'est là où notre application va s'exécuter. Ici, on crée notre Dockerfile avec des majuscules et sans extension. Pour dockeriser donc notre backend, on va créer un fichier Dockerfile avec des majuscules et sans extension. On va commencer par l'image de base, la première couche qui s'appelle Python 3.11.slim. La commande qu'on va utiliser, c'est from. Et dans notre container, on doit spécifier le dossier de travail. Ça va être le dossier app avec la commande work dir. La prochaine étape, c'est en fait d'installer, puisque tout container va s'exécuter dans un environnement Linux, ici c'est la commande apt-get update, apt-get install pour installer les dépendances nécessaires. Ensuite, on a besoin de copier le fichier requirement.txt. Qu'est-ce que contient ce fichier? Bah, il contient les dépendances dont on a besoin. On a besoin de FastAPI, Evicorn, PyDantic, Scikit-learn, NumPy et Panda. On revient vers notre fichier. Donc, on a le dossier de travail qui s'appelle app. On va copier le fichier requirement dans ces dossiers-là. Ensuite, on va pouvoir installer les dépendances dont on a besoin. On a installé toutes les dépendances. Maintenant, on va copier tout ce qui se trouve dans le back-end vers le dossier app. Donc, ce point-là, c'est le dossier back-end, tout ce qui existe. Et ces points-là, c'est le dossier de travail app. Et puisque le container est un environnement isolé, on a besoin d'exposer le port 8000. C'est-à-dire pour pouvoir accéder aux API, on va pouvoir utiliser le port. Et ici, on a le health check. On va s'assurer que notre backend fonctionne normalement. Et la dernière ligne, c'est la commande qu'on va exécuter automatiquement une fois notre container il est lancé. Donc, Evicorn app host 0 porte 8100, elle est la même qu'on a utilisée tout à l'heure justement pour lancer notre app. On a fini avec les endpoints, les API avec FastAPI. On l'a bien dockerisé notre backend. On va passer à la partie front-end. Je vous montre qu'est-ce que React a créé pour le coup. Donc, c'est une simple page avec un form qui va prendre tous les paramètres de nos modèles. Et lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on va pouvoir justement appeler l'API, le FastAPI /predict de FastAPI. Et si on revient vers le code, cela se passe exactement dans API, dans service API.js. En fait, c'est cette application qui va appeler l'API localhost 8100 avec /predict. Donc, je ne veux pas rentrer en détail parce que je pense que React ne fait pas partie de notre spécialité en IA. Mais voilà, je vous donne une idée globale sur ce que va se passer. Si on veut tester notre application, notre front-end, on a besoin d'aller vers le dossier front-end, cd front-end et exécuter la commande npm start. On s'y retrouve normalement dans cette page localhost 300
avec ces front-end et on va pouvoir saisir notre valeur 52,3, 217, 25,15 et 34,95 et on va prédire. Donc, notre machine, elle est en panne avec ces valeurs-là. Voilà, on a testé notre front-end. Donc, notre front-end, il est développé. On va pouvoir faire la même chose. On va pouvoir dockeriser notre front-end avec les mêmes principes en choisissant une image de base, en choisissant le work directory, notre dossier de travail, on va copier, on va installer les dépendances, on va pouvoir exécuter des commandes, exposer le port 3000. C'est le même principe que le backend, mais avec les spécificités de React et de Node.js. Eh bien, messieurs, dames, on est arrivé maintenant à ce stade-là. On a développé notre endpoints, notre front-end, on a dockerisé les deux applications. Maintenant, on va passer à la partie déploiement sur AWS. Arrivé à ce niveau-là, on a dockerisé notre front et notre back. Et l'objectif maintenant, c'est justement de déployer notre application sur AWS App Runner Service. C'est un service pour déployer des applications avec des conteneurs Docker sans gérer l'infrastructure. Et par l'infrastructure, je veux dire la sécurité, l'installation du système d'exploitation, l'installation de Docker, la scalabilité, c'est-à-dire si on a un trafic qui est grand, c'est-à-dire si on commence à avoir beaucoup de requêtes, beaucoup d'utilisateurs, AWS va se charger d'ajouter des ressources, d'ajouter des serveurs. Donc, il suffit juste de ramener votre Docker container pour déployer votre application. Et en fait, les conteneurs, il y a deux sources pour avoir ces conteneurs, soit le UCR, soit le GitHub. En fait, pour notre cas, on ne va pas utiliser les repos GitHub, on va utiliser UCR. UCR, c'est les GitHub des Docker images. En fait, on va pouvoir pusher nos images Docker. Ici, on a des Docker files, on va les builder pour avoir des Docker images et ensuite on va les pusher vers UCR et ensuite on va pouvoir donc déployer sur Appreneur de AWS. Ce faire, la première étape consiste à installer la ligne de commande AWS. C'est ce qui va nous permettre d'interagir avec AWS à partir de notre ligne de commande. Donc, vous allez vous taper sur Google AWS CLI et vous choisissez le système d'exploitation que vous avez. Moi, j'ai le système d'exploitation Windows. Une fois que vous avez installé votre CLI, vous pouvez s'assurer que c'est bien installé en exécutant la commande iOS AWS version. Donc, pour moi, c'est bien installé. Donc, notre première étape, elle est faite. La prochaine étape, c'est de créer un utilisateur qui aura le droit d'exécuter le service App Runner et le service UCR. Moi, ici, je suis sur mon compte route et je vais créer un nouveau utilisateur qui aura le droit à accéder à ces deux services. Pourquoi? C'est une bonne pratique. Il est très déconseillé d'exécuter quoi que ce soit à partir de votre compte route. Pour ce faire, je vais chercher ici IAM sur les services qui va me permettre de créer d'utilisateurs. Donc, moi, j'ai déjà créé cet utilisateur, mais je vais le faire avec vous. Donc, je veux appuyer sur Create User et je veux l'appeler App Runner 2. Donc, Next. Donc, je veux attacher les policies directement. Et ici, je veux chercher deux droits de permission.
La première permission, le premier droit, c'est AWS Container Registry for Access, c'est-à-dire le droit pour pouvoir accéder à, euh, à ECR. Donc, ici, je la select, Next. Oui, je devrais ajouter une deuxième policy qui est le AWS App Runner Full Access, donc le policy qui va nous permettre d'accéder à App Runner. Next. Et Create User. Ici, on va App Runner version 2. Il me manque une autre permission. En fait, c'est la permission, le fait que cet IAM user, cet utilisateur, a besoin de créer des rôles. En fait, entre les services pour que le app runner pouvoir utiliser les images qui sont sur ECR, il a besoin d'une permission qui s'appelle le service role. Et ces services rôles, qui va les créer? C'est l'utilisateur qui va le créer. Donc, j'ai besoin d'ajouter une autre permission, create inline policy, c'est-à-dire c'est une JSON. On va pouvoir copier cette policy qui va permettre de créer des rôles, attacher de rôles, etc. Donc, je veux next. Policy name, create role service ici du coup, et je veux pouvoir ajouter ces policies. Ensuite, on va créer un access key pour pouvoir interagir avec ces services à partir de notre command line. Donc, je vais cocher ici et je coche cela. I understand above recommendation. I want to proceed to create any access key. Next, on va lui ajouter un tag AppRunner 2. Je vais cliquer sur Create Access Key. Et ici, il va m'afficher ça. Donc, je veux le télécharger sous forme de CSV. Ensuite, je vais créer un mot de passe, ici console password, pour faire le login comme je me suis connecté ici avec mon compte routeur. Je vais faire un logout et pouvoir me connecter avec l'utilisateur que je viens de créer. Donc, Enable Console Access, Auto-Generated Password, Enable Console Access. Et donc, je vais télécharger aussi le fichier dans Download CSV File. Et c'est bon. Donc, on a le password. Maintenant, on va pouvoir sign out. Et on va se connecter à la console. Normalement, dans le fichier que je téléchargeais, le fichier CSV avec le password, avec le mot de passe, j'ai le count ID, j'ai le username et le password. Je vais les rentrer pour faire les logins avec mon nouveau utilisateur que j'ai créé. C'est bon, maintenant je suis connectée avec mon utilisateur que je viens de créer, AppRunner 2, et avec ce account ID, on va l'utiliser, donc sauvegardez-le. Et pour la région, vérifiez aussi la région où vous êtes. Moi, je suis US East One. De préférence, choisissez cette région. Et maintenant, on va pouvoir configurer notre utilisateur avec le AWS Command Line qu'on vient d'installer. On se trouve ici avec AWS. On va configurer notre utilisateur. Configure, AWS Configure. Et ici, normalement, je téléchargeais un fichier CSV avec toutes les données, donc je vais les rentrer. Vous aussi, vous rentrez vos données, donc je ne vais pas montrer mes données. C'est bon, j'ai configuré mon utilisateur avec le Access ID, la région et tout ça. Et pour revenir sur les étapes, on a dit pour pouvoir déployer notre application sur le AppRunner, on va
pusher les images vers UCR. Et en plus, en détail, on va prendre nos Docker files pour les Fast API et pour React. On va faire un build, on va avoir des images Docker, on va le taguer et ensuite les pusher vers ECR. Donc, on se trouve ici. La première chose, c'est de créer des repos ECR. On va sur notre AWS console et on va chercher ECR pour créer des repos. Pour créer des repos, un repo pour le front-end et un repo pour le back-end. Donc, on va commencer par le repo de back-end, Predictive Maintenance Back-end. On va le créer, on va garder tous les paramètres par défaut, créer. Et on va créer un autre pour le front-end du coup, Predictive Maintenance Front-end. On a bien créé et maintenant on va revenir vers notre CLI pour loguer, pour faire le login dans ECR, builder notre image, la taguer et ensuite la pusher. Donc, pour loguer, j'ai besoin de faire cette commande-là. Je vais la copier. AWS UCR get login password. En fait, d'où vient cette commande? D'où vient cette commande? Si je vais sur ma console, je clique sur les repos Predictive Maintenance Backend, je vois View Push Command. La première commande, je fais copier, donc je l'ai exécuté. On va pouvoir copier la deuxième commande, c'est Docker build monter Predictive Maintenance Backend. C'est pour avoir l'image de Docker à partir de Dockerfile. Donc ici, je veux cd backend et je vais copier et ça va prendre un peu de temps. Non, c'était rapide. Donc, la prochaine étape, la prochaine commande, c'est on va taguer cette commande avec latest. Donc, je veux copier la commande telle qu'elle est. Et c'est bon. L'étape prochaine, c'est on va pusher notre commande vers ECR. Ça va prendre un peu de temps. Ça va être rapide, j'espère. C'est bon, elle est pushée. Si on vérifie, on va aller ici, on va rafraîchir. Voilà notre image, elle est avec le tag latest. Maintenant qu'on a pushé notre première image de backend, on va pouvoir lancer on va pouvoir la déployer sur App Runner. Je vais chercher App Runner. Je vais créer. Donc ici, on a deux options, soit le UCR, soit le source code de repo, c'est-à-dire GitHub. On va utiliser UCR. On va pouvoir ici choisir notre repo backend avec le tag de l'image latest. On va choisir un déploiement manuel et on va créer un service role. Et ici, on a besoin d'ajouter un chiffre aléatoire pour que ça soit différent de rôle qui existe déjà. Next. On va l'appeler Predictive Maintenance Backend Service. Pour les ressources, on va choisir les minimums, puisqu'on ne va pas l'utiliser pour longtemps. Et ici, on va utiliser Comport 8000, c'est très important, puisque c'est ce qu'on a exposé avec Docker. Next. Normalement, on va pouvoir créer et déployer. Cette fois-ci, ça va prendre quelques minutes. On va revenir
une fois qu'on a le statut running, c'est bon, notre backend, il est bien déployé et voilà l'adresse à laquelle on peut y aller. On va vers le lien. Ici, on va taper health et normalement, notre backend, ça marche. Donc, on a déployé notre backend. On va refaire les mêmes étapes avec le front-end. Donc si on va ici sur SCR et on regarde les repos qu'on a, on a le Predictive Maintenance Front-end et ici on n'a pas des images, donc on va reproduire les mêmes étapes. On va faire le build de Dockerfile pour le front-end, la taguer et ensuite la pusher ici dans SCR et ensuite créer le service appreneur pour le front-end. Avant tout ça, on a besoin de copier le lien ici vers le service backend qui se trouve maintenant sur le cloud et on va le copier ici. En fait, ici, avec le cloud, on ne va pas appeler le localhost, on va appeler le lien, l'adresse, l'API, le backend qui se trouve dans le cloud. Et si on revient ici, donc pour faire les étapes, on regarde le push commands. On a déjà logué, donc on ne va pas faire ça. On va copier la commande de build. Ici, on a besoin d'aller sur le front-end. Donc, on va copier notre commande. Ça va prendre un peu de temps, je pense, puisque c'est plus lent pour le front-end. C'est bon, notre image, elle est built. On va pouvoir la taguer, copier, coller. Ensuite, on va pouvoir la pusher du coup. Coller. Ça prend un peu de temps. Oui, c'est bon, elle est pushée. Et on va pouvoir ici rafraîchir pour la voir. C'est bon, elle est déployée notre image et on va maintenant créer le service pour le front-end. Voilà, créer un nouveau service. Toutes les paramètres, on va pouvoir cette fois-ci choisir le front-end, continuer, manuel. Même ici, on va ajouter un autre chiffre arbitraire. Next. Service name, Predictive Maintenance Service Front-end. On va utiliser les minimums. 0,5. Et ici, pour le port, c'est 3000 qu'on a exposé avec Docker. Et on va laisser tous les paramètres tels qu'ils sont. Next. Create and deploy. Et ça va prendre un peu de temps. Notre application, elle est vivante. On va pouvoir la tester avec ce lien accessible à tout le monde. Regardez cette belle interface, notre application vivante sur le cloud. Notre modèle n'est pas décédé dans son notebook. Donc, on n'est pas enterré dans son notebook. Donc, on va pouvoir la tester. Je vais mettre des valeurs comme ça, 218, 20. 4,2, 31,02 et c'est le moment de vérité. Est-ce que ça va marcher? Ouais, je pense ouais. Oh, notre machine, elle est en panne avec ces valeurs, mais quand même, on est content d'avoir cette interface. Une dernière étape consiste à supprimer tout ce qu'on a créé. On va supprimer les services. Donc, action delete. Delete. Donc, je vais supprimer tout, delete. Le même pour l'autre service, action pour le backend, delete. On va pouvoir le supprimer. Aussi, on va sur SCR, on va supprimer
les repos qu'on a créés. Action, delete, delete. Et ça, delete, delete. Avec cette vidéo, on a développé les API, les endpoints avec REST API, le front avec React, le dockeriser le code avec Docker, pusher les images Docker vers ECR de AWS et enfin déployer l'application sur AWS avec Appreneur. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine.